Bonjour à tous, bonsoir même avec cette belle lumière. Il fait bientôt nuit et là je reçois Jérôme Le Banner, une légende vivante, la légende vivante des sports de combat français, pour une interview inédite, une interview vérité. Hein? Ok. Tu vois comme on se sent bien après on est plein d'endorphines, c'est bon. Puis on a là, grâce à Frédéric Mompon, on a un peu les muscles un peu plus lourds. Un peu congestionnés. On se sent un peu plus lourd. Ouais. Let's go, on y va? On y va, on est parti. Hein. Bonjour, donc c'est Jérôme Le Banner. Rejoignez-moi pour la date du 26 mars à l'Accor Hotel Arena. Donc dedans il y aura de l'aïkido, du MMA, il y aura Greg MMA, ouais c'est ça, il y aura Greg MMA. Donc rejoignez-nous vite, le lien est en description en bas. Prenez vos places, il n'en reste pas beaucoup. On va passer une excellente soirée. 26 mars, Accor Hotel Arena. L'ancien, moi je préfère dire Bercy, je suis old school. Rejoignez-nous vite, Festival des Arts Martiaux. Ous. Le corps est lourd, l'esprit peut être aussi lourd. Qu'est-ce qui est pesant chez toi? Qu'est-ce qui te pèse au fond de ton âme? Il y a des choses qui te pèsent? En ce moment, écoute, non, c'est vraiment rien qui me pèse. Rien qui te pèse? Non, comme le vent, ça passe à travers les oreilles, à travers les cheveux, et puis ça s'en va. T'es assez désinvolte face aux turpitudes de la vie? Ouais, exactement, je pense que de se prendre la tête et tout ça pour des choses, ça mène à rien. Moi, je suis positif, comme on parlait tout à l'heure. L'attitude positive, je pense que c'est le plus important. Donc j'essaie de ne pas m'arrêter sur des choses néfastes, négatives. Non, c'est fini ça. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des choses qui ont été mal faites dans ta carrière de combattant? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais revenir, si tu pouvais les changer? Si je pouvais, le temps forcément est indéfinissable, hein, d'accord? Enfin, définition. Mais non, je naîtrai plus tard. Comme ça, je pourrais être dans le top 10 UFC et tout ce qui s'ensuit. Enfin, forcément, j'ai un regret par rapport à ça. Si j'avais à refaire quelque chose, c'est de naître plus tard, avoir 25 ans après. Voilà, c'est un regret. Mais sur ma carrière, donc là, non, je referais, non, peut-être des choses différentes, mais non, je regrette rien. Je pense que j'ai eu un peu, pas de la chance, mais j'ai travaillé pour, mais il y a un petit côté facteur chance qui a fait que, parce que de là où je viens, il n'y avait pas du tout ni de boxe style, ni de kickboxing, ni de ceci, ni de cela. J'ai créé la chose et puis je me suis fait tout seul. Tu penses qu'on peut se créer tout seul? Qu'on peut naître ex nihilo? Je pense que maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ça, c'est fini. Là, je te parle d'une époque, je te parle d'un temps que toi, oui, tu peux connaître, mais c'était l'époque, tu sais, où on n'avait pas les réseaux sociaux, où il fallait vraiment se battre. Alors c'est vrai que tu avais plein de petits jeunes qui étaient méconnus, qui ont peut-être été perdus dans le flush des toilettes, parce qu'on les a pas connus, parce que maintenant, le monsieur qui habite dans le fin fond du Michigan, il peut être connu, tu vois, grâce aux réseaux sociaux. Mais s'il est bon, voilà, il faut être bon. Ou même des fois, il y a des gens qui sont pas bons, qui arrivent à être connus, par ce qu'on appelle les followers, tous ces trucs-là. Donc, nombre de likes et nombre de trucs, moi, c'est pas mon truc. Moi, c'est vraiment être perspicace, c'est de la volonté, et puis la réussite de ce que tu fais. Donc non, pour moi, j'ai aucun remords. Et puis si c'est à refaire, non, je suis 25 ans en moins ou plus, ça serait pas mal. Donc tu me dis que tu préférerais faire presque une carrière en MMA? Oui, bien sûr. Maintenant, je te parle d'aujourd'hui. À l'époque, non, moi j'aimais beaucoup le Japon, le Pride, le K1. Je trouve que c'était des années magiques. Ouais, je suis content de l'avoir vécu. D'ailleurs, tu me parles de Japon. On dit que tu es considéré comme un demi-dieu là-bas. Est-ce que cette appellation, elle est fondée ou c'est un petit peu exagéré? Non, je pense que oui. Moi, j'aime pas parler de moi, mais oui. Même si la notion de divinité au Japon n'est pas la même. Hein. Non, c'est clair. Ce qu'on appelle les kami, il y en a beaucoup. C'est ça. Ce sont les dieux de tout. Ça. Hein. Il y a même de tout. Ouais. Il y a le dieu du riz. Le dieu du riz, ouais, le dieu du nu, du niki, tu vois, même le sexe, tu vois. Non. Donc, non, demi-dieu, je sais pas. Oui, non, c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que on a fait partie de leur vie. Tu sais, dans le petit écran, les gens étaient beaucoup plus à la télé que maintenant. Sur leur écran, c'est un peu solitaire. Hein, l'écran tout seul, le casque. Les gens sont adaptés à ça maintenant. Mais je pense que c'était en famille. La grand-mère, la belle-mère venaient voir le mec boxer, nous boxer. On était les Européens contre les Japonais. Au départ, les Japonais, on les menait mal. Et après, donc, la fierté japonaise a fait qu'ils sont venus. Ils sont venus par la fenêtre alors qu'on les avait jetés par le trou des chiottes, tu vois. Non, c'est ça qui était bien. Je trouve qu'il y avait
il y a une diversité il y avait les combattants du karaté Kyokushinkai, t'avais les mecs du jiu-jitsu qui venaient, il y avait une opposition de style qui était comme au début de l'UFC, c'était bien. Et donc, non, le Japon, pour moi, c'est mon pays d'éclosion. Et d'ailleurs, cette stature que tu as eue au Japon, est-ce qu'à un moment, tu as eu la grosse tête? Non. J'ai vraiment tout fait. Non, pour moi, c'est grâce au Japon, puis grâce, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ce que je disais tout à l'heure, hein, j'aurais je sais plus combien de millions de followers, je me disais tout à l'heure, ça, je m'en calisse, tu vois, je m'en fous. Mais c'est ce qui se passe au Japon, reste au Japon, tu vois. Quand tu revenais en France, j'étais monsieur tout le monde, j'aimais bien. C'était bien. D'abord, c'était l'hérésie, c'était la folie, tu vois. Tu connais Gilles Arsène, t'as vu. Bon, voilà, il parle que de ça, d'ailleurs, parce que c'était un moment de notre histoire. Voilà. Donc, non, la grossesse, j'ai pas pris. J'ai fait par contre j'ai sans doute dû faire des conneries qu'il fallait peut-être pas faire, voilà. Mais ça, c'est notre histoire. Et d'ailleurs, ton meilleur souvenir au Japon, si je te dis le Japon, à quoi tu penses tout de suite? Les 100 combats que j'ai fait là-bas. Environ, ouais. 400, ouais. Non, c'est le bras cassé, par exemple, qui m'a valu le roi sans couronne. Ouais. Je pense que ça, c'est moi, limite, c'est le combat qui a marqué les gens, puis qui m'a marqué moi, parce que bon, voilà, ça m'a mis au sol pendant 1 an et demi. Il a fallu revenir. Alors tout le monde me disait, c'était dit, il fallait que je fasse du tennis ou m'inscrire à la pétanque. C'est des grands professeurs, d'ailleurs. Le professeur Saillant m'avait dit ça une fois. J'ai fait le staphylocoque et tout, donc moi, le bras cassé, moi, m'a mis en face de gros problèmes. Et aussi, au Japon, j'ai gardé mes lettres, enfin, j'ai donné naissance à mes lettres de noblesse, tu vois. Je peux y retourner maintenant, on sait que voilà, c'est le mec qui tombe et le fighting cyborg, je remonte à la surface. Est-ce que tu as vraiment eu mal? Ah ouais. Sur le coup? Physiquement, non, parce que t'es dedans, t'as l'adrénaline, tu comprends pas ce qui se passe. Bon, quand je vois à la caméra, je vois le bras qui est complètement enfoncé. Hein. C'est surtout l'après qui est dur. Ouais, l'après est très dur parce que toute ta vie, t'as organisé ta vie depuis ton enfance, depuis ton adolescence autour des arts martiaux, des sports de combat. C'était ma façon de vivre aussi, my living, tu vois. Donc, quand on me dit, quand il est cassé, déjà c'est déjà dur. Cassé 2 fois, là cassé 3 fois, j'ai eu 25 vis dans l'avant-bras. Pour revenir de ça, ouais, il faut un grain de folie. Ouais. Mais je pense que t'as un grain de folie. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire pour faire des grandes choses? Moi, je dis que oui. Ben, forcément, c'est mon expérience. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut s'oublier. faut oublier la règle. Et puis, il faut un instant de folie, je pense. Ouais. Et tu parlais tout à l'heure de ton enfance, de ton adolescence. Ouais. C'est quoi le premier souvenir de ton enfance? Le plus vieux souvenir? Seul. Seul, parler tout seul. Parler seul. Ouais. Je parlais à un ami imaginaire. D'ailleurs, ça m'arrive encore maintenant, d'ailleurs. Est-ce que parce que t'avais pas d'amis? Pas d'amis. Je vais pas faire pleurer, mais non, j'ai pas de potes. Non, j'ai pas de potes. Le foot, c'était pas mon truc, donc on me prenait jamais dans les équipes de foot. J'étais chez une nourrice j'avais peut-être 14 mois, j'étais chez une nourrice. Ma mère travaillait très tard le soir. Donc après, j'étais ballotté d'un quartier à un autre. Donc bon, j'étais pas à l'école de là où j'habitais chez mes parents, donc pas d'amis, non. No friends. Friends, c'était non, fini. Il y avait rien. Et tu te répondais sincèrement à tes questions? Ouais, je me posais, j'étais mon propre pote. Moi, je me levais le matin de bonne heure, donc tout le monde faisait grâce au Moi, j'ai jamais su faire ça, tu vois. Jamais, encore maintenant. Je sais pas, donc j'avais des copains qui se levaient on est en vacances, on se levait à 10h. Moi, je me levais déjà à 6h30, 7h, et puis j'étais déjà au taquet. Donc, je tournais autour de l'immeuble tout seul, puis je me parlais, puis je faisais des histoires. Je me créais mes propres personnages, mes potes. Et tu sais que c'est le principe de la démarche philosophique, c'est un peu de se parler à soi-même, ce qu'on appelle le soliloque. Mm-hmm. On essaie de se contredire soi-même pour atteindre une espèce de réflexion parfaite, grâce à la raison, justement. Ouais, moi, je sais pas si ça a été parfaite, mais bon, ça m'a bien aidé, parce qu'en fait, non, j'en étais souvent en question. Je pense que, ce que tu viens de dire, je pense que le propre de se parler à soi-même, c'est pas que de se parler à soi-même, c'est de se mettre en face les problèmes, tu vois. Et moi, je pense que c'est mieux quand tu vois, des fois, ça nous arrive de faire des conneries et tout, ça, tu vois. Mais de se mettre en arrière et dire, ok, là, j'ai fait le con, et pourquoi? Pour que ça revienne, ou j'ai eu envie de le faire et je le ferai.
Je pense que voilà, moi je pense que j'ai cette capacité de m'auto-censurer. Et parlons un peu de ce physique exceptionnel. Est-ce que tu l'as toujours eu? Est-ce que tu as toujours eu des facilités pour te battre, pour prendre de la masse musculaire, pour être rapide? Ouais, toujours. Toujours. Toujours, ouais, toujours. Comme, les gens vont dire, oui, il a 14 ans, non, à 14 ans, je peux voir des photos, j'ai fait voir la fois à Coralie, j'avais 14-15 ans, enfin même pas, j'avais 8-10 ans, j'étais musclé, on m'appelle du bull walker, c'était très bien. Si. Tu le serres et tout, j'en avais un aussi. Voilà. Donc j'avais 13 ans, tu vois, déjà, je faisais ça, ouais. Je prenais du poids facilement, toujours maintenant d'ailleurs. Je faisais gaffe à ce que je bouffais, je savais que de toute façon, j'étais un petit peu avec des mecs de la musculation, donc boire, manger, dormir, faisait partie de l'entraînement. Non, là où thanks God, tu vois, c'est que quand j'ai des blessures, j'arrive à recovery vraiment, vraiment vite. Voilà, vraiment, ça c'est écoute, même des fois, tu as des professeurs le professeur Saillant, il savait pas comment j'ai pu revenir du staphylocoque avec des trous dans le bras. J'ai la C6, C7, la cervicale, j'ai une hernie cervicale, tu vois, où j'ai perdu en 15 jours, j'ai eu plus de pectoraux, plus de biceps, plus rien, tu vois. Ah oui. Ouais, et c'est revenu en 3-4 mois. Hein. Donc même eux, hein, c'était un gros professeur sur Neuilly-sur-Seine, il ne savait pas comment je pouvais recovery, je vais pas faire les devants là, mais revenir. Se régénérer. Ouais. Ouais, donc ça, je sais pas d'où ça vient, tant mieux. Et d'ailleurs, quand tu te blesses, est-ce que tu te dis pas au fond, tiens, tant mieux, ça me donne une excuse pour arrêter? Ah, c'est marrant, tu sais, ouais, c'est bien sûr. J'ai eu des moments dans ma vie, ça m'a fait ça. J'ai dit, bon, là, je vais le prendre. Ça m'arrive pas pour rien. J'ai un mois, je les prends. J'ai pas de montre, mais j'ai du temps. Allez, on les prend. Et t'as jamais eu envie d'arrêter parce que là, tu as 47 ans. 49. 49, pardon. Et tu as toujours cette envie d'aller sur le ring. Toujours. Est-ce que c'est par nécessité? Non. Financière? Non. Ou c'est par plaisir? Plaisir. 100% plaisir. 100% plaisir. J'aime l'entraînement. Si j'avais arrêté, on ne se serait pas rencontrés, tu vois, par exemple. Bien sûr. Non, j'aime ça, j'aime le dépassement de soi. Est-ce que tu aimes comprendre des nouvelles choses? Ah, bien sûr. Notamment avec le sol. Bah, bien sûr, ouais. Je sais que tu es venu t'entraîner avec moi. Ouais. Donc demain matin, on a rendez-vous ensemble, d'ailleurs. Oui, exactement. Hein? Et tu avais cette envie d'apprendre. Toujours. Avec humilité. Les gens n'en revenaient pas. Ouais. Tu étais là, tu étais prêt à aller à mes cours collectifs de MMA. C'est Franck qui était. Et moi, ça m'a fait rire. Ouais, bien sûr. Parce que ce mois de juin, on était avec Coralie, on était en Italie. Oui. J'ai fait son cours d'aïkido. On a fait un stage en Italie. Tout le monde attendait et tout. Moi, j'arrive comme ça. Non, mais voilà, parce que je suis ceinture blanche. Comme une fois, on a fait une démonstration. La ceinture, pour moi, la couleur, c'est comme. Ça sert à faire avancer la carotte du bourricot. Ça sert à avancer. Non, moi, tout ce qui est babiole, tout ce qui est les coupes, les ceintures, j'ai toujours mis ça de côté. Donc, je veux être humble, bien sûr. Je pense que c'est la base des arts martiaux. Du carré Bushido, je pense que c'est ça, être humble. Oui, bien sûr. Et être efficace in one split second. Ouais. Et d'ailleurs, si le Jérôme d'aujourd'hui avait un conseil à donner au Jérôme qui a commencé à 13 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? De faire différemment ou mieux? J'aurais dû rester un peu plus dans l'esprit monastique que j'avais, tu vois. À un moment donné, avec l'argent, tout ça, c'est. Je vais pas aller avec la grosse tête, je pense pas. Je veux plus de conneries, oui. Et donc, tu sors plus. C'est ça que, voilà. Je pense que les sorties, je me suis oublié. Je me suis perdu, ouais. À un moment donné. Est-ce que tu penses pas que les conneries sont nécessaires pour se mettre en face de soi-même? Le lendemain, même si j'étais en face de moi-même, je me reconnaissais même pas. Donc, tu vois, non. La soupape, elle est nécessaire. Tu vois, je pense que quand on fait des choses comme ça vraiment intensivement, tu es obligé d'enlever la pression. Non, j'irais au Jérôme d'avant, non, fais-le une fois, puis voilà. Reste en dehors des trous. Est-ce que peut-être que ça fait partie de ta nature d'être excessif? Je pense que ça fait partie de ma nature, d'être excessif dans tout. Oui. Ouais. Là, tu te sens mieux, là, tu es en paix avec toi-même aujourd'hui? Je suis en paix avec moi-même. Aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même, ouais. Jérôme, merci pour cette interview. Ok, merci à toi, Greg. C'était un plaisir de te de voir. De 10 heures, de bonne heure et de bonne heure. Toujours un plaisir de te voir. Moi, c'est moi. Et de te regarder dans les yeux. C'est déjà un honneur et je vois plein de bienveillance en toi. Ok. J'espère que les internautes l'auront ressenti. Le ressentent? On verra.
tu me parlais d'être excessif. Ouais. Il y a Aristote, qui est le philosophe du juste milieu. Ouais. Il prône... À Platon, c'est ça, non? Aristote, c'était l'élève de Platon, Ouais. oui. Ouais. Exactement. D'accord. Et il prenait le juste milieu en tout. L'excès Ouais. et le défaut sont néfastes à l'homme. Ouais. Il faut qu'il trouve le juste milieu, Et pour d'amour sans haine. Ouais. à peu près. Ouais. Et là, je vais laisser justement la place à une éminente philosophe Oula. qui est aussi ta compagne, qui va t'interviewer à son tour, Ok. qui va peut-être creuser des questions qui seront différentes. Elle croit souvent. Ce sera peut-être une autre émotion Ouais. et d'autres énergies. Ok. Et là, je vais lui laisser la place. Et je te remercie, Jérôme. Ok. Merci beaucoup. Bonjour Camille Coralie. Pour toi, l'esprit de la pratique martiale, vraiment la qualité principale dans la pratique du Bushido, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'honneur peut-être, la rigueur, la discipline, Rigueur, discipline. l'engagement. Ce serait quoi la principale qualité à avoir quand on est, Quand tu veux être quand on est débutant, quand on est un élève, combattant, un débutant combattant. À la rigueur. Parce que des fois, on répétait toujours la même chose, et répéter encore toujours la même chose. Ça, je sais que les Européens, c'est des fatigues. Alors que les Japonais, ils peuvent. Un cours, ça peut être qu'un Gakutsuki, qu'un coup de poing arrière. Ici en France, on n'arrive pas, on est obligé de. Comme une espèce de playground childhood, tu sais, les enfants qu'on est obligé de. Il faut leur donner des choses à faire, sinon ils s'emmerdent. Ça, j'aime pas. Moi, je suis plutôt à la japonaise. Je suis plutôt. On va répéter Maigiri. Je me rappelle, moi, quand j'étais au Japon, je dis mais pourquoi toujours Maigiri? Le mec me dit déjà, apprends à marcher. Déjà, quand tu marches, t'es en déséquilibre. Sur une jambe, tu vas être en gros déséquilibre. Donc, on va apprendre. Voilà. Donc, je pense que. Bon, après, il faut s'adapter avec la transmission. Donc, ça, je l'ai pas encore. Bon, j'entraîne en ce moment une personne donc, qui va faire un premier combat bientôt, là. Et c'est vrai que je prends du plaisir. Je prends du plaisir à l'avoir progressé, de l'avoir progressé dans les yeux des gens. Je trouve que ça, c'est quand même un bonheur personnel. Et donc, ouais, c'est grisant, c'est kiffant. Ouais. C'est vrai que tu évoquais le Japon, peut-être une autre question là-dessus. Pourquoi tu n'as pas pratiqué d'autres disciplines martiales japonaises? Je pense à l'aïkido parce que forcément moi je viens de l'aïkido, mais je pense aussi aux arts martiaux chinois, pas que le Japon, mais la Chine. Tu avais très jeune des lectures de Bruce Lee. Ouais. Pourquoi la boxe en particulier? Pourquoi pas l'aïkido, le kendo, le yaijutsu, n'importe quoi d'autre? Je pense que quand tu es bon dans quelque chose, là c'était pas être bon et puis avoir un panel de choses comme dans les arts martiaux, le kung-fu, l'aïkido, le karaté Kyokushinkai, le karaté Shotokan, l'aïkido, tout ça. Moi j'étais, il y a un moment donné, j'avais 20 ans, 20 ans, j'étais déjà dans le truc professionnel de la boxe thaïlandaise, qui en France on était comme une activité occulte. Et puis au Japon on était reconnu comme des demi-dieux. Donc je me suis mis à fond là-dedans. Donc c'est vrai que, par contre, je me suis toujours dit à la retraite, maintenant, je remettrai le kimono. Et je suis des fois, enfin voilà, ça serait l'aïkido, le karaté, le jujitsu surtout, tu vois aussi, j'aime tout ça. Donc revenir à la base. Je trouve que s'il y avait un club, ça serait les gens, je les commencerais en kimono jusqu'à un certain âge, de 6 à 12 ans, 12, 13 ans, 14 ans, en kimono. Peut-être des fois avoir un short en dessous, des fois des mitaines, et puis on l'enlève à 14 ans, ou au nombre d'années. Ça serait pas la ceinture, ça serait au nombre d'années de pratique pour justement avoir cette rigueur. Et on manque de rigueur en France. Voilà. Pourquoi alors à la base la boxe en particulier? Parce que si on y réfléchit bien, c'est quand même une discipline très, très étrange ou très particulière dans l'esprit. On se lève tous les matins pour aller casser la gueule à quelqu'un qui nous a rien fait. Ouais. Et voilà, je veux dire, en soi, pourquoi la boxe plutôt qu'autre chose? Qu'est-ce que tu aimais dans cette pratique-là? Est-ce que c'était par exemple la coordination pied-point? Est-ce que c'était l'esprit du combat, de la compétition qui a peut-être pas ou pas autant dans d'autres disciplines martiales? Est-ce que c'est l'espace du ring quand même qui est aussi un espace de mouvement, un espace sacré, un espace d'évolution comme ça dans l'espace? Ou voilà, est-ce que c'est le plaisir du cardio, de la puissance musculaire? C'est quoi qui t'a... Le dépassement de soi. Je m'aimais pas en fait. J'avais une haine à l'intérieur de moi, tu vois. Et ça, moi, je me suis fait, je pense, emmerder un peu en étant gosse. Donc j'avais cette haine de l'être humain. Une grosse haine. Et donc,
je pense que c'était un exutoire. Ça me permettait de sortir toute la haine que j'avais. Donc c'est surtout l'exercice de frappe qui t'a peut-être manqué. J'avais besoin de frapper. Et en plus, en frappant, en m'entraînant, c'est d'aller toujours plus loin, d'être toujours à 110%, à 120%, toujours être un cran dessus. Alors une autre question sur la pratique qui moi m'intéresse beaucoup. Est-ce que justement sur la question des frappes ou de l'encaissement, enfin sur toute la pratique de la boxe, est-ce que tu es plus intuitif, strike, tu vas au combat, tu jettes tout, peu importe qui est en face, enfin tu réfléchis pas, c'est de toi à toi-même, voilà. Ou est-ce que tu es plus, plutôt que dans l'intuition comme ça, est-ce que tu es plus dans la stratégie de combat, par exemple plus dans l'attaque ou dans la défensive? Est-ce que tu réfléchis par avance à ce que tu vas faire, en face de qui tu es? Est-ce que les paramètres extérieurs jouent, ou bien est-ce que tu as une sorte d'effacement de toute la question de la stratégie et de la technique au moment où tu rentres sur le ring? Est-ce que tu es plutôt intuitif ou plutôt stratège dans ta boxe? J'étais intuitif au départ, j'étais sanguin, animal. Pour moi, la meilleure tactique, c'était celle du bowling. On prend une boule, on la jette, on jette tout, on la jette de toutes ses forces, de toutes ses capacités. Et après, s'il y a un strike, on a gagné. Le strike, pour moi, c'était KO face round, tu vois. Et après, forcément, si on n'a pas de stratégie, on est un peu dans la marde. On est dans la merde. Donc c'était la première partie de ma vie, tu vois. Donc tout donner. Quand j'ai eu le bras pété, malheureusement, on commence à se poser des questions. Puis on est plus en interne, on se pose des questions. Et pourquoi ci, et pourquoi ça, pourquoi j'ai pas fait ça avant et tout. Et là, on est plus dans la tactique. On essaie de se préserver. Comme une banque suisse. On essaie d'être là, aller là, et puis on essaie de sortir le minimum pour gagner le maximum. C'était ça le truc. Parce que j'ai vu que vite fait, en un combat, toute ta vie peut s'effondrer. Donc là, quand je commençais à être plus stratège. Est-ce que tu penses pas que tu as le luxe, entre guillemets, de parler comme ça parce que tu as le corps qu'il faut pour ne pas avoir de stratégie, mais par exemple, pour un plus petit gabarit, on ne peut pas y aller au strike. Tu parles de qui, là? Je veux dire, est-ce que ton style de boxe correspond forcément au gabarit que tu as, au corps que tu as? Est-ce que si tu avais eu un corps très différent, tu aurais eu une boxe différente? Est-ce que par exemple, tu aurais plus axé sur la stratégie, la technique, la réflexion? Bien sûr. Est-ce que c'était pas aussi une... moi j'ai envie de dire par rapport à mon gabarit, c'est facile de dire oui on y va et puis on fait un strike, mais il faut pouvoir le faire. Toi tu peux le faire. Avec la force que tu as, bien sûr, toi tu peux le faire. Tu vois, on n'est pas si éloignés de l'un de l'autre. Ma question c'est est-ce que tu aurais pratiqué de la même façon si tu avais eu un corps différent? Bien sûr que non. Est-ce que c'est le corps qui détermine la pratique, ou est-ce que c'est ta pratique qui s'adapte au corps? C'est les yeux du professeur qui disaient tiens tu dois faire comme ci, comme ça. Bon, je les écoutais. Maintenant je te dis un vrai bon professeur, il va prendre chacun. Par exemple, Greg, il est comme ça. Fred, il est autrement. Je ne vais pas les entraîner pareil. Sauf si je fais un cours collectif. Mais si je prends vraiment quelqu'un qui se démarque du collectif, qui veut faire des compétitions, je vais l'entraîner en fonction de ses qualités. Ses défauts, les mettre en arrière. Et après, ses défauts, les mettre en avant. Pour justement qu'il soit complet. Donc voilà, on joue par rapport au physique. C'est sûr, moi j'étais athlétique, j'étais assez rapide, j'étais assez véloce pour un poids lourd. Je faisais 110 kg à l'époque, donc, ou même 120, donc j'essayais de me déplacer comme un léger. Pour moi c'était ça, c'est piquer, se barrer. Mais bon voilà, après moi j'aimais aussi la grosse bataille. J'aime toujours ça d'ailleurs, j'aime le conflit. J'aime le conflit. Ouais. Pourquoi pas le conflit intellectuel alors? Pourquoi t'as pas poussé un petit peu plus la réflexion sur la boxe? Puisque t'as poussé la pratique à un tel niveau. Ouais. C'est forcément une question qu'on se pose. Quoi. Les questions, justement, je me suis posé, donc après, tu sais, quand j'ai eu le bras, que j'étais out pendant 1 an et demi, comme je disais à Greg tout à l'heure, je me suis posé des questions sur moi-même, tu vois. Et ça m'a rendu plus soft. Moi, ça m'a rendu plus soft. Quelqu'un peut justement, toi, je sais pas, mais on verra par la suite. Mais quand tu commences à te poser des questions, le pour qui, du pourquoi, le comment, et tu commences à regarder en dessous, tu commences à regarder au-dessus, sur les côtés, je perdais l'instinct animal pour moi. Pour moi, c'est mon truc à moi. D'accord, je perdais mon instinct animal. Donc j'ai un peu arrêté de me poser des questions. J'aurais dû plus lire, c'est sûr, tu me le dis souvent. J'aurais dû plus lire, maintenant je prends en considération tes propos. Et d'ailleurs, ça m'apaise. Et puis, de me poser trop de questions sur même lire des textes de Platon, de Socrate, de savoir le pourquoi du comment. Non, je voulais le vivre, le truc. Bon, Socrate n'a rien écrit, puis Platon était... Non, Socrate n'a pas écrit sur avec Olivier Sauvain, mais bon, reste à toi, son pote.
Ouais, ouais. Donc tu pensais que la réflexion allait... Peut-être moment de rire. Me faire trop penser et d'être trop dans le réel. Moi, j'aimais d'être un peu dans la magie. J'aimais d'être un peu avec des... Comme je disais tout à l'heure, parler à mon pote qui était imaginaire. Comme ça, avec lui, j'avais toujours raison. Voilà, on n'était pas dans le conflit. Et puis, écoute, ça m'a servi. Mais après, tout à chacun. Qu'est-ce que tu regrettes le plus? Peut-être ça, ouais, peut-être ça, d'avoir ne pas avoir ouvert assez de livres à l'époque. Peut-être parce que, je te dis qu'encore pour moi, c'était pour moi, lire, d'apprendre des choses, surtout en philosophie, c'était trop se concentrer, enfin, trop, alors tu vas pas être d'accord, hein, mais trop s'être centré sur soi-même, tu vois. Trop essayer de voir ses problèmes, trop voir un petit peu ce qui ne va pas, comme un miroir. Alors que la sagesse, bon, voilà, quoi, aimer la philosophie, hein, c'est aimer la sagesse, tu vois. Donc, je voulais pas être sage. Je voulais pas du tout être sage. Pour moi, j'aimais le conflit. Hein. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup moins, mais je pense que c'est un leitmotiv, ça me permettait de... Voilà. Voilà. J'avais pas envie de rentrer dans une rhétorique, c'était pas mon truc à l'époque. Alors, on va pas faire un cours de philo, Non. mais Bah, la question de la beauté du geste. ouais, Qu'est-ce qui est beau en boxe ou qu'est-ce qui n'est pas? C'est quoi? C'est les mouvements parasites, c'est les mouvements inutiles, c'est les mouvements trop puissants, c'est les mouvements trop faibles, les mouvements trop rapides, les mouvements prévisibles. Un beau geste, c'est quand tu le vois pas arriver et que ça met KO. Tu vois, voilà, ça c'est beau geste. Après, il y a des heures d'entraînement derrière, donc forcément qu'on arrive, c'est pas un crochet qui va être comme ça, même, tu sais, je pense que c'est les heures d'entraînement qui vont faire que le mouvement va devenir le geste parfait. Ouais, je pense que c'est, voilà, c'est des heures d'entraînement, c'est des jours, des heures, des années d'entraînement. Ouais. Mais est-ce que pour toi c'était un critère? Est-ce que tu voulais avoir une belle boxe, comme on dit? Non, je voulais avoir des belles jambes. Est-ce que tu avais ça en tête ou pas? Comme j'étais pas souple à la base, je voulais avoir des belles jambes. Ouais, ça, je me suis bien pris la tête là-dessus. Ouais, pour moi, le beau geste, tu vois, je vois que tu parles de l'aïkido. Non, moi, c'était vraiment d'avoir des beaux coups de pied à la Van Damme ou la Bruce Lee, qu'on ne voit pas arriver. Ça parte derrière et hop, on ne voit pas arriver. Un spinning back kick, un wallow kick, un coup de pied de le talon, tout ça. Ouais, non, ça, j'aimais. Ouais, c'est pour moi. Les points, non, c'est trop useful, c'est trop facile. Tu vois, non, moi, pour moi, le beau geste, le geste parfait, c'était un bon coup de pied à la tête. J'adorais les gens qui comme Jean-Claude Van Damme arrivait, et puis ils mettaient un coup de pied, puis ils pouvaient parler. J'aurais rêvé de faire ça. J'ai les cuisses, ils font. Ma cuisse, ça fait ton poids. Je sais. Peut-être la dernière question, qui n'a peut-être rien à voir avec tout ce dont on a évoqué, mais quand même que je t'ai déjà posé plusieurs fois, mais je pense qu'on est peut-être nombreux à se la poser. Tout le monde. Pourquoi t'as jamais fait la danse rituelle du... Le ramouet ? Ouais, du Muay Thai. T'étais pas du tout attiré par le côté traditionnel de la... Non, du Muay Thai ? Du Muay Thai. Non, je pense que ça, c'est... Pour quelle raison? Enfin, moi qui ai étudié par exemple Ouais. la tradition philosophique, la tradition juive, qui vient de la tradition corse, pour moi la question de la tradition, ça Ouais. va avec la question de la transmission, avec la question de la pratique, avec l'apprentissage global de l'esprit d'une discipline, quoi. Enfin, je veux dire, on est dedans. Pourquoi toi, ouais. Bah, parce t'es que passé à côté de ça? j'ai toujours eu des Européens qui m'ont appris la boxe thaï, ou le kickboxing. Peut-être avec un Thaïlandais, j'aurais été attiré. À la source, à la base. Un Européen faire la danse, je trouve ça... C'est comme des Blancs qui mettent des rastas. Je trouve ça... Alors, bien sûr, c'est beau chez certaines personnes. Je trouve ça... ouais. Je me pose la question. Je dis, ah tiens, ça lui va bien. Là, pareil, je me dis, bon, non, je pense que pour apprendre vraiment le ramouet, on appelle ça le ramouet, donc c'est une danse qui dit d'échauffement, hein, mais pour... ça s'échauffe, c'est par rapport à ton camp. Il faut avoir un camp. Moi, j'ai pas de camp. Tu vois, mon camp, c'était mon garage. Donc mon garage, il ramouait, il s'en foutait. Voilà. Mais bon, c'est vrai que la tradition... non, la tradition est gardée, parce qu'en France, ils le font beaucoup. Non, moi, si je l'aurais appris, c'était avec un Thaïlandais. Okay. Ou une Thaïlandaise, anyway. Parce qu'il y a des profs qui sont femmes en Thaïlande, ouais. Dont une nonne. Bref. Justement, peut-être une dernière question aussi, au nom de toutes les pratiquantes, la question de la femme dans la boxe et dans les arts martiaux. Est-ce que
Toi, c'est une question qui te travaille, qui te touche particulièrement, ou tu fais strictement aucune Aucune, différence? je fais aucune Il y a différence. déjà des différences de gabarit, de poids, il y a cette différence comme ça dans la boxe, tu considères qu'on ne peut pas en rajouter une, mais pourtant on pratique par catégorie de sexe aussi, donc c'est visiblement une question, enfin je veux dire que pour le même poids et pour le même gabarit, on ne va pas mettre une fille et un garçon en face, donc je veux dire, la question se pose de par les règles de la pratique de la boxe elle-même. Ouais. Toi, t'en penses quoi? Ah, moi, je fais aucune distinction. D'ailleurs, je commence même à préférer des fois du UFC les combats de femmes. Je trouve qu'ils sont tonitruantes. Non, non, du tout. Non, aucune. La boxe anglaise, je trouve que un bon combat de femmes, j'aime bien. Tu vois, ouais, j'aime. Ils sont là pour parce que c'est de leur propre progrès, on les a pas forcés. Donc non, je fais aucune distinction. Toi, quand je t'entraîne, je fais aucune distinction. Je suis même plus dur avec toi qu'avec un mec. Oui. Parce que j'ai envie que tu arrives plus qu'un autre mec. C'est encore différent. On est bon. On est bon, on est good. Merci, Jérôme. Merci, Corée. Bonjour, donc c'est Jérôme Le Banner. Rejoignez-moi pour la date du 26 mars à l'Accor Hotel Arena. Donc dedans, il y aura de l'aïkido, du MMA, il y aura Greg MMA, ouais c'est ça, il y aura Greg MMA. Donc rejoignez-nous vite, le lien est en description en bas. Prenez vos places, il n'en reste pas beaucoup. On va passer une excellente soirée. 26 mars, Accor Hotel Arena. L'ancien, moi je préfère dire Bercy, je suis old school. Rejoignez-nous vite, Festival des Arts Martiaux. Ous.